Le face-à-face. Mais pour l'heure, on accueille l'invité d'André Berkoff, François Pupponi, député socialiste du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles et auteur de ce livre « Les Émirats de la République ». C'est publié aux éditions du Cerf. François Pupponi, j'ai lu votre livre, évidemment. C'est un livre qui se lit avec beaucoup de passion, parce que c'est un livre et intérêt. Et effectivement, on parlait des pénuries de médicaments. Et il y a une autre pénurie, quand même, qu'on constate depuis beaucoup plus longtemps, c'est peut-être une certaine pénurie de République. En tout cas, dans certains aspects. Et vous racontez, donc vous êtes député socialiste de l'Oise, vous racontez dans ce livre, Les Émirats de la République, vous racontez non seulement vos 20 ans de mairie de Sarcelles, mais votre expérience sur le terrain. C'est pas un essayiste qui fait une théorie sur ce qui se passe en matière d'islamisation ou autre. C'est un politique, un praticien. C'est pas un politique qui parle dans une chaise ouatée. Il a été sur le terrain pendant plus de 20 ans. Il l'est toujours en tant que député. Il y a une première question que je voudrais vous poser quand j'ai lu ce livre et on voit ce qui se passe un peu partout sur effectivement, disons, un certain nombre soit de connivence, soit de faiblesse. Allez, ne parlons pas de lâcheté, ou de l'électoralisme, on va parler. Au fond, on se demande pourquoi on n'a pas pris conscience plus tôt de ce qui se passe, de ce grignotage, alors que vous dites vous-même, c'est pas nouveau, c'est pas depuis 3 ans ou 4 ans, c'est beaucoup plus ancien. D'abord, écoutez, merci de m'avoir invité. Pourquoi ? Parce que le processus et le phénomène, il est très concentré sur certains territoires. Les territoires de banlieue principalement, où on a ghettoisé les populations issues de l'immigration. Et le problème de la France, c'est que les élites ne comprennent plus, ne vivent plus, ne savent plus ce qui se passe dans ces territoires. Et donc, on était un certain nombre à les alerter depuis quelques années, et puis en n'étant pas entendu, voilà. Et donc c'est un peu le problème de la France, de ces élites qui vivent ailleurs, qui ont une vision très lointaine de ce qui se passe en réalité. Qui vivent au centre des capitales ou au centre des villes. Entre eux, voilà, c'est entre eux dans les beaux quartiers, et qui ne comprennent pas ce qui se passe dans une partie de notre territoire. Voilà, donc là, petit à petit, on ouvre les yeux, mais on est loin du compte. Alors justement, comment, parce que vous racontez, mais je voudrais vous raconter aux auditeurs de Sud Radio, dans ce livre que je recommande, comment vous vous êtes aperçu vraiment du grignotage, ou enfin de quelque chose où voilà, on disait il faut ça. On a l'impression, vous savez, en tout cas, et vous dites vous-même, et vous avez tout à fait raison, que toute une majorité des musulmans n'ont qu'une envie, c'est de vivre effectivement en français, comme des citoyens français, enfin assimilés, etc. Et puis il y a les idéologues, et puis il y a les minorités agissantes, c'est pas nouveau. Est-ce que ça se compare un peu aux minorités agissantes, que ce soit, vous en parlez, gauchistes ou communistes ou autres, qui voulaient prendre le pouvoir, ou aux minorités totalitaires d'Allemagne ou d'Italie, sans aller plus loin dans l'amalgame. Mais est-ce qu'il y a ces minorités agissantes? Comment vous avez vu, vous, dans votre ville de Sarcelles, qui n'est pas une petite ville, les tentatives de « allez, on va grignoter ». C'est effectivement, à la fin, on a compris que c'était du militantisme politique, dans le cadre de l'islam politique, de gens qui ont décidé, en étant formés, structurés, financés, d'essayer de s'implanter, de prendre le pouvoir dans ces territoires. Ils ne font que refaire ce que faisaient les militants de gauche il y a 20, 30 ou 40 ou 50 ans, en particulier celui du Parti communiste. Comment j'en suis informé ? Les premiers qui m'alertent, ce sont justement les musulmans de Sarcelles. Sur 2 quartiers, un premier, on vient me voir en disant « Faites attention, il y a une mosquée qui vient de s'ouvrir là dans un local commercial, ils viennent chercher nos jeunes devant la mosquée, faites quelque chose ». Bon, il y a combien de temps, ça, à peu près ? Il y a 7-8 ans. D'accord. 7-8 ans. Assez récent, quand même. Et puis, la deuxième... donc, on a fait fermer cette mosquée. Et puis, quelques temps après, les mêmes individus essayent de prendre de force une deuxième mosquée. Et là, les responsables de mosquée me disent, allez, là, il faut faire quelque chose. De force, vous voulez dire quand je dis de force, ils arrivent en nombre, ils s'implantent, ils essaient de mettre la pression sur les dirigeants pour les mettre dehors, de prendre le pouvoir. Bref, des pressions, y compris des pressions physiques. Bon. Deuxième alerte. Et puis, troisième alerte, ce n'est plus sur l'aspect cultuel, mais une association qui est la Maison des Jeunes et de la Culture, qui est le symbole de ce que pouvait être la culture dans les grands quartiers populaires il y a 20, 30 ou 40 ans. C'est Malraux. C'est Malraux, voilà. Elle aussi fait l'objet d'une OPA, d'une association qui s'appelait le Complexe Éducatif, principalement peuplée de personnes issues de l'immigration musulmane pratiquante. Là, ce sont des musulmans pratiquants, qui essayent de s'infiltrer, de prendre le pouvoir là aussi. Et on s'aperçoit très vite que tout ça est connecté et que les gens sont en relation et que donc, en fait, on comprend assez rapidement qu'il y a une stratégie. C'est que derrière, il y a une volonté d'essayer d'occuper le champ
cultuel, le champ culturel, le champ éducatif, le champ social, et que tout se connecte. Et tout se connecte, on s'aperçoit que tout se connecte et en relation lorsqu'il y a l'élection législative et que j'ai contre moi Samy Debat, puisqu'on s'aperçoit que les gens sont en contact. Voilà. Oui. Et donc là, on découvre que non seulement il y a une volonté d'occuper le champ culturel, éducatif et social, mais également le champ politique. Et qu'il y a une espèce de stratégie. Mais je répète... Et Samy Debat qui est proche, je pense, des frères musulmans. Voilà, alors, c'est ce qu'on me dit. Moi, je préfère prendre toutes les précautions d'usage pour éviter de me retrouver au tribunal. Mais tous les spécialistes des fréristes, entre guillemets, nous disent que c'est lui qui a créé le comité contre l'islamophobie en France et qu'il serait proche des frères musulmans. Bon. Et donc, tout se met en place. Et là, je comprends qu'effectivement, il y a une stratégie. Mais je répète, cette stratégie, elle est la même que celle d'un certain nombre de partis politiques il y a 20, 30 ou 40 ans. Oui. On occupe, on est militant, on est actif, et on essaie de prendre le pouvoir. Oui, sauf que là, c'est une stratégie, comme d'ailleurs d'autres partis de militants, il y a 40, 50, 60 ans ou plus, c'est une stratégie quand même totalitaire. C'est-à-dire, vous le dites vous-même dans votre livre, ils veulent obéir à l'islam du 7e siècle, disons, d'ailleurs, c'est tout à fait leur droit, ou leur légitimité, à une vision très pure et dure d'un islam. Bien sûr, parce que parmi ceux qui ont essayé de prendre le pouvoir pendant une mosquée, il y a le fameux imam de Gonesse, qui on l'a retrouvé dans le cadre du tram de la préfecture de police, avec Michael Harpon, et lui, il est connu par les services de renseignement, il est fiché en tant que tel pour avoir une vision très rigoriste de l'islam. Donc effectivement, c'est l'implantation d'une vision rigoriste de l'islam, ce qu'on appelle l'islam rigoriste, et puis à côté, l'islam politique. Et les deux avec des porosités. Et les deux ont le même objectif. L'islam rigoriste, c'est de prendre le pouvoir dans la communauté musulmane, et l'islam politique, c'est de prendre le pouvoir politique pour imposer aussi une manière de faire en sorte que la France appréhende l'islam d'une manière différente. On va continuer à en parler après ceci. À tout de suite. Et nous continuons notre conversation avec François Pupponi, député PS de l'Oise et maire pendant 20 ans de Sarcelles, pour son livre « Les Émirats de la République, comment les islamistes prennent possession de la banlieue ». Et c'est une expérience, c'est un fait, c'est une instance pratique sur ce qui se passe en ce moment en France, qu'on s'en réjouisse pour certains ou qu'on le déplore pour d'autres. On ne fuit pas et on ne fait pas du déni de réalité ici. François Pupponi, au fond, vous dites, voilà, et effectivement, vous avez décrit comment un certain nombre de gens veulent prendre possession, que ce soit pour l'islam politique ou l'islam radical, etc. Mais comment et pourquoi, franchement, et je ne parle pas de vous, comment on les a, parce que quelque part, on les a laissés faire. Il y avait suffisamment de signes, disons, d'urgence ou de signes... pourquoi on n'a pas réagi? Parce qu'on est faible. Parce que la République a perdu de ses valeurs et de ses bases, et que ceux qui doivent la défendre ne sont plus en capacité de le faire. Vous savez, moi j'ai c'est grave ça. Hein. Mais c'est grave et dramatique. Moi j'ai l'habitude de dire que c'était Bonaparte, mais au début du XIIe siècle, il a mis le concordat pour la communauté juive. On était capable de dire en France aux Juifs, voilà, vous voulez être juif en France, voilà les règles. En 1905, la République a dit à la religion catholique, vous voulez être catholique en France, voilà les règles. Donc c'était pas évident en 1905 d'aller s'affronter à la religion catholique dans notre pays, compte tenu de l'histoire. Et aujourd'hui, en 2020, nous ne sommes pas capables de dire à une religion importante, voilà, vous êtes français, de confession musulmane, vous revendiquez maintenant votre appartenance à votre religion plus que vous ne le faisiez avant, voilà les règles. Voilà les règles, exactement. Et comme nous n'y arrivons pas, ceux qui sont les détenteurs d'un islam radical et politique disent, ok, il y a de la faiblesse, on va y aller. Et donc, ils essayent, alors c'est un processus international, hein, les frères musulmans ou les salafistes, ils se développent partout dans le monde. Et donc, ils savent qu'ici, il y a de la faiblesse. Et nous sommes incapables de rassurer les musulmans de France, de leur parler, et d'empêcher ce que l'on peut considérer comme un danger pour notre République de s'implanter. Tout simplement parce que, je répète, nous sommes faibles collectivement. Alors, il y a cette faiblesse collective qui est effectivement très préoccupante, parce que ça interroge sur les gens qui nous gouvernent, et sur nous-mêmes d'ailleurs, chacun à prendre ses responsabilités, de citoyens et autres. Mais il y a aussi autre chose, et je vous parle d'un autre livre qui est quand même assez effrayant, Le maire et les barbares, d'Ève Stetzel, qui parle notamment de Bobigny. Bon, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation, on l'a dit d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, de l'électoralisme et d'acheter la paix?
Vous savez, on dit oui, d'accord, mais enfin, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu d'un côté, et je demande aussi ça à l'ancien maire de Sarcelles, je ne dis pas que vous l'avez fait, je dis simplement, bon, il y a ce qu'on appelle les caïds des banlieues ou les grands frères, etc., etc. Bon, on va essayer de leur dire, prenez ça en charge et faites que les gens ne se sentent pas en insécurité permanente. Et puis, il y a des voix, vous savez, il y a eu cette phrase, je ne sais pas qui l'a dit, une mosquée, 3 mandats. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette tentation ? C'est évident. Moi, je ne connais pas un maire de banlieue qui n'a pas à un moment été approché par des caïds de banlieue pour essayer de mettre la paix sociale et qui n'a pas été, entre guillemets, draguer les communautés. Le communautarisme, ça existe dans ces quartiers, parce que ces quartiers ont été construits et peuplés à base des communautés. Donc tous les maires, moi je connais beaucoup de maires de banlieue, ils vont régulièrement pour le ramadan dans les mosquées, ils vont quand il y a une forte communauté juive pour Kippour dans les synagogues, et ils vont à Pâques dans les églises. Et donc ça se fait partout. Ça c'est comment on discute avec les communautés. Et puis il y a les grands frères. Mais très vite, ceux qui étaient un peu au fait ont vite abandonné parce que ça marche pas. Voilà. Mais après, effectivement, ça marche pas. Pourquoi, pardon ? Mais parce que ça peut pas marcher. Parce que d'abord, des caïds qui tiennent les quartiers, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Et deuxièmement, ils vous apportent rien. Ouais. Ils vous apportent plus de problèmes qu'autre chose. Et donc, très très vite, la politique de grand frère, dans certains territoires, ça n'a, tout le monde a été un peu approché et tenté. Et très vite, ça s'est arrêté. Les communautés, c'est une réalité. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on est capable de dealer avec n'importe quelle communauté, y compris, par exemple, pour la côté musulmane, si elle est tenue par l'islam radical ou non. C'est donc, ça. Qui sont les représentants. Voilà. Discuter avec une communauté qui ne pose aucun problème, et pour employer le terme qui est maintenant à la mode de séparatisme, qui n'est pas en vouloir se séparer de la République, ne pose pas de difficulté. Ces communautés, elles existent. Discuter avec des gens qui remettent en cause les lois de la République, ça, c'est une autre difficulté. Et ça, il ne faut pas le faire. Donc, communautarisme, discuter avec la communauté, on l'a tous fait. Discuter avec n'importe qui, non. Est-ce qu'on est capable de vendre son âme ? Moi, j'ai toujours dit que je préférais... Il y en a qui l'ont fait, vous le savez très bien. Non, bien sûr, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le font quotidiennement, et qui le feront encore plus à ces élections municipales. Pourquoi ? Parce que ces réseaux-là vont avoir des voix aux élections, et donc pour gagner ou garder des communes, bien sûr que certains prendront des accords avec eux. Moi, vous savez, contre moi à la législative, j'avais donc Samy Debat au deuxième tour, la France Insoumise a appelé à voter Samy Debat contre moi. Voilà. Donc, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme est une réalité. Moi, je l'ai vécu personnellement. Voilà. Après, moi, j'ai toujours dit que je préférais perdre sans eux que de gagner avec eux. C'est un choix politique. Bien sûr. Que je pourrais payer un jour politiquement, électoralement. Mais tant pis, voilà. Après, il y en a malheureusement qui cèdent et qui sont capables de pactiser. Donc, François Pupponi, dans 15 jours, il y a les élections municipales, en tout cas le premier tour. À votre avis, ce communautarisme va jouer un rôle non négligeable, en tout cas dans certaines villes. C'est évident. En Seine-Saint-Denis, dans l'est du Val d'Oise, des candidats se présentent et je pense qu'on est au début d'un processus. Puisque c'est là. Alors, jusqu'à présent, il y avait toujours des jeunes de la diversité qui se présentaient, mais qui, eux, n'étaient pas musulmans. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas trop dans les mosquées. Ils essayaient. Pas pratiquants. Ils essayaient de récupérer le vote, mais les musulmans leur disaient attends, toi, tu es peut-être d'origine maghrébine, mais tu n'es pas musulman, tu ne viens pas à la mosquée, donc ils ne votaient pas. Donc ils n'arrivaient pas à cristalliser le vote autour d'eux. Ouais. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a des candidats qui fréquentent les mosquées et qui sont candidats en disant voilà, on est comme vous et donc votez pour nous. Et donc, pour la première fois, depuis très longtemps, pratiquement pour la première fois depuis toujours, ce sont des candidats qui se reconnaissent et qui sont reconnus par cette communauté, qui se présentent aux élections en tant que tels. Qui sont communautaristes et le disent et l'avancent. Même si leur programme est parfait et qu'on ne peut rien reprocher au programme, dans les faits, ils font campagne dans les mosquées en disant, voilà, on se connaît, on se fréquente, nous pratiquons la même religion, et donc je suis candidat. Et c'est la première fois que ce processus existe. Avant, je répète, c'était des jeunes issus de la diversité, qui étaient plus des indigènes de la République ou proches du réseau indigéniste, qui se présentaient, et ça ne fonctionnait pas avec la communauté musulmane. Et alors, en fait, et puis, il y a ceux qui, on en a parlé un tout petit peu, ceux qui les laissent faire, ou même qui les encouragent. Qui ne sont pas, eux, islamistes radicaux et autres, mais qui sont politiques et qui disent, bon, ben, ça va me servir, les conséquences, on verra plus tard, après moi, le déluge. On verra bien, voilà. Donc, il y en a, la porosité existe, puisque la volonté et l'objectif de chacun, c'est de prendre le pouvoir. Si pour prendre le pouvoir, ils sont capables de se mettre d'accord, je n'ai pas de doute qu'ils le feront. Une fois qu'ils prendront le pouvoir, s'ils le prennent, on verra bien qui gagnera à la fin. Absolument. Mais pour prendre le pouvoir, effectivement, il y a des accords qui vont se passer et tout le monde va se mettre d'accord pour récupérer ce qu'est leur objectif, c'est-à-dire la prise de pouvoir politique. Et après, on verra qui éliminera qui, comme ça se passe toujours, vous le savez. On connaît à peu près la fin de l'histoire. On connaît à peu près la fin de l'histoire. Juste un mot, à votre avis, c'est une histoire, on ne peut pas seul
comment faire pour enrayer cela? Comment faire pour stopper ce processus? Celui qui doit stopper ce processus et celui qui doit donner le tempo, c'est le président de la République. Il est garant de l'unité nationale. Il doit mettre de la concorde là où le pays est en train de se fracturer. Car la communauté musulmane interpelle la République, les réseaux proches de l'islam radical et politique sont en train d'essayer d'infiltrer tout ça, et une grande partie des Français qui ne connaissent pas le processus, qui ont peur de l'islam, deviennent islamophobes. On voit bien que l'islamophobie est en train de grandir fortement dans notre pays. Donc le président, action-réaction. Action-réaction. Donc le président doit mettre de la concorde là où il y a de la fracture. Est-ce qu'il le fait? Pour l'instant, il ne le fait pas. Alors, il n'arrive pas, il ne veut pas parler de l'islam et des musulmans de France. Il veut parler, il a raison, de séparatisme. Mais le séparatisme, c'est une partie du problème. C'est certains qui décident de refuser la République. Ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des musulmans de France qui respectent complètement, ils sont français, complètement adhérés et respectent les lois de la République. Et il faut qu'il y ait un double discours. Éviter le basculement vers ceux qui seraient dans le séparatisme, mais il faut parler et rassurer les autres. Oui. Et comme il ne le fait pas, malheureusement, le pays est en train, je le répète, de se fracturer sur ce sujet. Oui, on a beaucoup parlé, c'est l'archipélisation, même François Hollande parlait de partition. Oui, tout à fait, c'est en train de se passer. Vous dites qu'on est en processus de partition. Oui, parce qu'on voit bien que certains Français qui voient y arriver des musulmans qui pratiquent de plus en plus leur religion, d'une manière officielle et sur l'espace public, le problème du voile, beaucoup de Français ne le comprennent pas et ne le supportent pas. Il y a eu tout le débat sur les femmes voilées qui accompagnaient les enfants à l'école, qui m'a un peu horrifié, parce que heureusement que ces femmes voilées mettent leurs enfants dans l'école de la République, et qu'elles acceptent que ce soit la République qui éduque leurs enfants. On devrait en être content. Sinon, ils seraient dans des écoles coraniques. Sinon, elles iraient dans des écoles salafistes et coraniques. Et on veut les empêcher de venir à l'école de la République. Donc tout ça, c'est de la méconnaissance, c'est aussi beaucoup de psychose qu'il y a autour de tout ça. Et si le président de la République ne met pas la parole qu'il faut pour expliquer aux Français, rassurer les uns et les autres, alors je pense qu'effectivement, il fait une erreur historique. Et surtout, l'erreur historique sera si on continue, où beaucoup de Français, et une majorité vont penser qu'on cède, et que plus on a l'impression de céder, plus ils vont se radicaliser eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on laisse le sujet aux mains de Marine Le Pen, qui, elle, exploite le cadeau. Et donc, le risque. Mais ça, c'est pas sa faute. Hein. Je veux dire, c'est pas sa faute. Non, mais c'est pas tout à fait. Elle est sur un créneau qui interpelle les Français. Mais si les autres politiques ne se saisissent pas d'un sujet qui est quand même un des sujets principaux dans la tête des Français, eh ben, ils font une faute politique qui peut nous coûter très cher. Merci. François Pupponi. Et restez avec nous surtout. Je rappelle la référence de votre ouvrage Les Émirats de la République. C'est publié aux éditions du Cerf. Signé de notre invité, donc François Pupponi, député socialiste du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles. Et vous restez avec nous parce que 0826 300 300 dans quelques instants, juste après les informations sur Sud Radio. C'est vous qui écoutez Berkoff dans tous ses états et Sud Radio qui pouvez interpeller notre invité et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Eh bien, nous sommes toujours avec François Pupponi et les Émirats de la République, son plus récent livre. Et on vous attend, auditeurs de Sud Radio. Et je rappelle que les Émirats de la République le livre de notre invité est publié aux éditions du Cerf. 0826 300 300. On part à Toulouse pour retrouver Franck qui nous appelle sur Sud Radio. Oui, bonjour Franck. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors, ma question, elle était donc à votre invité. Oui. Moi, je pense que ça fait un bout de temps que tout ce laxisme qu'ont permis certains politiques, autant je dirais la gauche, la droite, puisque ça a été une certaine alternance, c'est ce qui fait monter l'extrémisme. Parce que les gens se disent, ils font rien, toujours ça passe comme ça. Il y a eu des belles paroles, même pas des belles paroles, entendons bien. Quand Sarkozy disait au Karcher, alors qu'il n'a rien fait non plus, eh ben ce laxisme, est-ce qu'ils ne pensent pas que c'est de laisser tout faire, c'est ce qui fait monter aussi ce fameux préférence nationale, ou on va dire carrément le FN, parce que les gens ils se disent, il y a peut-être que eux. Ouais. François Pupponi. Non, mais c'est évident que le risque, il est réel. Quand on dit, y compris quand le président de la République dit si ce n'est pas moi, ça sera le chaos, de plus en plus de Français disent et pourquoi pas le chaos? Parce qu'ils disent peut-être que ce ne sera pas le chaos. Alors, je sais pas si c'est. Le chaos, quand vous avez les pompiers qui se battent avec les gendarmes, voilà, non, mais je suis pas sûr que ça soit entre guillemets et toute cette haine qui dit que c'est une dictature, il dit exactement les mots qui se passent. On a la haine, on a de la violence et tout. Mais par rapport à ce que vous avez dit sur le laxisme, je ne suis pas sûr que ça soit du laxisme vraiment. Je pense que la République ne sait pas répondre
à cette problématique. Parce qu'elle n'a plus la colonne vertébrale idéologique, elle n'est plus armée idéologiquement pour répondre. Et comme la République est faible, effectivement, elle laisse le champ libre à tous les autres. Si, par exemple, les réseaux dont je parle sont en train de s'implanter, c'est que tous les partis politiques traditionnels ont globalement plus ou moins disparu de ces territoires. Donc, et que l'État y est peu présent, en fait. Il investit beaucoup d'argent, mais les structures de l'État... Donc, un État faible, des partis politiques défaillants, fait que le champ est libre pour, effectivement, des aventures possibles dans ces territoires-là. Quand on pense que c'était la banlieue rouge autour de Paris, il y a quoi, 40 ans 40 ans. Ce qui est rien, 40 ans dans l'histoire. Merci Franck. Allez, on quitte Toulouse et on part à Paris. On retrouve Martial sur Sud Radio 0826 300 300. Oui, bonjour Martial. Bonjour messieurs, j'ai bien écouté monsieur Pupponi parler de faiblesse des pouvoirs publics et je voudrais vous livrer ma réflexion et avoir son avis sur celle-ci. Allez-y. Moi, plutôt que de faiblesse, je parlerai d'arrangement des politiques, je parlerai d'incohérence dans le discours politique parce qu'on ne peut pas favoriser tous les communautarismes et en même temps se plaindre que certaines communautés veulent en tirer des avantages particuliers, en profitent, voilà. À titre personnel, et je pense que nous sommes très nombreux à le penser, je pense qu'il faut revenir à deux fondamentaux. Le premier, c'est refuser tous les communautarismes, et revenir à la seule communauté nationale. Et enfin, avoir le courage d'abandonner l'intégration pour une réelle politique d'assimilation. Sans bien entendu que les personnes oublient leur histoire et leurs origines. Oui, bien sûr. Parce que la France, pour moi, c'est une histoire, c'est une culture, c'est un mode de vie, c'est un héritage qui est laissé en partage à tous ceux qui l'aiment. Musulmans, chrétiens, juifs, athées, blancs, noirs, jaunes, gros, petits, grands. Voilà. Moi, j'aime la France telle qu'elle est. Et il y a une chose que je refuserai toujours, c'est que ça soit la minorité qui dicte à la majorité, ce qu'elle doit faire. Et le communautarisme, pour moi, c'est ça. Et les politiques, plus que de la faiblesse, ou la République, pour moi, elle n'est pas faible, la France n'est pas faible. Nous sommes une grande nation. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est des hommes politiques, et je ne parle pas de FN, je pense que la personne n'est pas encore sortie de l'échiquier. Celle qui pourra mener ce combat, c'est de réaffirmer fermement ce que nous sommes et être fiers de notre identité. Alors voilà. Martial, oui, effectivement, François Pupponi va vous répondre. Je crois que, non mais il pose le problème vraiment, Martial, c'est vrai, c'est qu'on a l'impression quand même, tout se passe comme si la France était passée au second plan. Je veux dire, la notion de France était passée au second plan. On en parle comme ça de temps en temps, des républiques, les valeurs de la République, pour rendre un petit hommage. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus du communautarisme, des minorités, des ceci et des cela. Je crois qu'il y a un vrai problème là. Alors, la France, elle s'est construite à partir de régions et de communautés différentes. Et on a été capable, collectivement, de construire une communauté nationale. Et un passé et une histoire. On s'est construit une nation, on s'est construit une république, on s'est construit un pays. Bon. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que cet idéal républicain, cette idée de nation et de France, petit à petit, vis-à-vis des plus jeunes, elle disparaît. Parce qu'on a oublié tout simplement que la République n'allait pas de soi, que la nation n'allait pas de soi, et que c'était une construction quotidienne de tout un chacun. Et permanente. Ouais. Et ça, on l'a oublié. Et donc, comme on oublie l'idée de l'idéal républicain et de la nation, et la nation, on a laissé ça aux mains du Front National dans un premier temps, eh bien, les particularismes locaux, les particularismes religieux reprennent le dessus. Mais pour éviter cela, il faut juste réenchanter l'idéal républicain, ce que nous ne savons plus faire. Et une des grandes décisions qui avait été prise et qui a mis ça à mal, c'est la suppression du service militaire. Tout ce qui était le lieu qui permettait de construire cet idéal républicain, de brasser, on a petit à petit fait en sorte qu'il disparaisse. Et donc, comme nous ne sommes plus capables de réenchanter l'idéal républicain, les particularismes, et on les voit bien, que ce soit au niveau régional ou au niveau religieux, les particularismes reprennent petit à petit le dessus. Voilà. Et il suffit peut-être qu'on remette à l'honneur l'idéal républicain, sans faire en sorte que les gens oublient d'où ils viennent et qui ils sont. Bien sûr. 0826 300 300. Merci à vous, Martial. On part à Bordeaux. On retrouve Françoise qui nous appelle sur Sud Radio. Oui, bonjour Françoise. Bonjour André, et merci encore de soulever la réalité. Moi j'appelais par rapport aux squatteurs
Oui, oui. Pour dire qu'à Bordeaux, il y a une bienveillance de la part de la mairie et de la police envers ces personnes, surtout quand on est locataire. Alors le monsieur qui parlait, j'espère qu'il est propriétaire, il pourra peut-être s'en sortir. Moi, j'ai été lanceur d'alerte à chaque fois. Oui. Et donc... Vous voulez dire, les locataires, c'est encore pire pour qu'ils reviennent dans leur appartement, c'est ça? Et oui, parce que les propriétaires, en fait, à Bordeaux, ce qu'ils veulent, c'est déloger les anciens, vieux locataires. Les vieux locataires, parce qu'ils ont des loyers intéressants pour eux, vendre, bien sûr. Voilà, pour vendre les immeubles. Ouais. Et donc, en fait, personne ne fait rien, ni les propriétaires différents, ni les agents immobiliers. D'accord. Et ni la police, parce que la dernière fois, on avait les squatteurs devant nous, le commanditaire était parti. Alors ça aussi, les associations, je vous dis pas. Mmh. Et donc, ils les regardaient, ils sont repartis avec leurs valises, ils avaient crocheté la serrure de mon appartement, donc ils ont choisi ce qu'ils voulaient. La police n'a pas fait de constat. Et voilà. Et donc je me suis en fait après moi j'ai été quand même portée plainte par rapport à mes affaires. Oui, je comprends. Et donc j'ai été reçue par une policière qui m'a même menacée de 5 ans de prison et de 35 000 € d'amende parce qu'évidemment j'avais décrit ces squatteurs. Pour moi ce n'étaient pas des Suédois forcément, c'était des migrants. Et donc j'ai même été obligée de m'excuser parce que j'ai vu que ça tournait au vinaigre. Je n'y suis pas retournée et vraiment je reste sur de la haine en fait parce que en fait on est démunis. On est démunis, c'est vrai, j'en ai parlé au début. Ouais, je comprends, oui. Françoise. Je voudrais demander justement à François Pupponi, le maire que vous êtes, que vous avez été, il y a un vrai problème. Et surtout le député, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale. Ouais. Alors, les choses avancent petit à petit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui protège les locataires officiels ou pas, qui sont dans un appartement. Une fois qu'on rentre de force dans un appartement, pour vous déloger, il faut effectivement engager des procédures judiciaires qui durent très longtemps. C'est vrai pour les appartements, mais c'est aussi vrai pour les terrains. Quelqu'un qui rentre sur un terrain et qui construit une baraque en bois, la justice considère que c'est une construction certes illégale, mais qu'on ne peut pas faire tomber tant que le juge ne vous l'a pas autorisé à la faire tomber. Voilà. Et donc ces squatteurs, connaissent parfaitement les lois. Et dès qu'ils sont rentrés, alors, on a essayé à l'Assemblée nationale dans le cadre de... Oui, au bout de 48 heures, on ne peut plus rien faire, il faut aller vers la justice. On essaye de réagir tout de suite pour éviter, mais dès qu'ils sont installés et qu'il a passé 48 heures, là, malheureusement, ce sont des procédures très longues. Et moi, je connais des propriétaires qui ont été dépossédés de leurs biens et qui ne peuvent plus... Alors, ce qui se passe, et ce qui est terrible... Mais c'est inique, ça. C'est complètement inique. Et parce que en France, on veut à la fois protéger le droit de propriété, mais également ceux qui vivent pour éviter de les mettre à la rue. Et qu'est-ce qui se passe dans certains territoires ? On a eu le cas, moi, à Garges-les-Gonesse, ce sont les jeunes du quartier qui ont été délogés, les squatteurs, donc qui ont fait, entre guillemets, selon eux, le travail de la police et de la justice. Donc on arrive à des situations qui sont insupportables pour tout le monde. On a essayé de faire évoluer la loi, mais on n'y arrive pas, parce qu'il y a une espèce de blocage. Juste pourquoi, François Pupponi ? On a beaucoup parlé de ça. Moi, je suis halluciné. Pourquoi les députés ne peuvent pas, justement, voter ? Alors, attendez, déjà, allonger ce truc des 48 heures. Tout simplement parce que c'est souvent la haute administration du ministère du Logement et de la Justice qui disent non. Le droit de propriété dans un cas, ou le droit de ceux qui ont une occupation dans un autre, doit être supérieur à tout le reste. Et tous les textes... Même s'ils ont squatté, volé, etc. Même s'ils ont squatté. C'est pas à vous de le dire, c'est au juge à le dire. Voilà, pour éviter les abus. Et donc, à chaque fois, on a petit à petit fait évoluer les choses, mais pas suffisamment. Et à chaque fois qu'il y a un texte, on essaye de déposer des amendements, et on est à chaque fois retoqué, même si on grignote petit à petit des avancées, mais on est loin du compte. Eh bien, écoutez, c'est très compliqué, ça. Et en tout cas, Françoise, on va évidemment suivre ça. Et je comprends très, très, très bien votre colère. C'est chose promise, chose due. Merci à vous, Françoise. 0826 300 300, on part à Arcachon. On retrouve Frédéric sur Sud Radio. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour André, bonjour à votre collaborateur. Oui, alors, je vais te poser une question, mais vraiment peut-être stupide, toute bête. Allez-y. L'histoire de 48 heures. Ouais. Moi, je déclare, j'arrive que je suis parti 24 heures avant.
qui va officialiser ce délai de 24 heures? Sur quelle base, sur quel témoignage? Le témoignage du squatter est égal au mien. Lui, connaissant la justice, il va dire je suis là depuis 48 heures. Moi, je veux dire non, c'est pas vrai. Alors là aussi, je trouve ça un petit peu bizarre. Comment est-ce qu'on statue ce délai de 48 heures? Qui fixe la date de départ? Parce que qui? Bon, et pour venir avec des témoins, etc. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, tout à fait. Oui, moi je veux dire, non, je suis parti il y a 24 heures, donc que la police fasse son métier. Je suis dans les délais, entre guillemets, légaux. Enfin, j'appelle pas ça légaux, je trouve ça complètement abusif. Hein. Je pense qu'on marche sur la tête dans ce pays, hein, André. Enfin, il n'y a pas que là, mais c'est affolant d'entendre ça. Hein. Alors, croyez-moi, hein, surtout, n'achetez pas et ne louez pas, et ayez le moins possible, c'est tout. Hein. Parce que je pense que quelqu'un qui va posséder quelque chose maintenant, on va lui dire, mais mon pauvre ami, c'est pire que le communisme, hein, parce que c'est encore pire. Hein. Mais écoutez, là, franchement, moi je pense qu'on a, je sais pas, bon, il y a on a atteint un certain stade. Frédéric, je vais demander justement à François Pupponi de réagir. Moi, je suis d'accord. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Moi, je trouve ça d'une absurdité, ces 48 heures. C'est surréaliste, quoi. C'est surréaliste, mais c'est le délai qu'on a trouvé aujourd'hui pour faire en sorte que le propriétaire puisse tout de suite faire constater et appeler la police. Mais est-ce qu'il peut faire ça? Je pense que dit Frédéric. Il peut dire, mais moi je reviens après 24 heures. Il y a même des cas où il y a même des associations qui protègent les personnes qui sont à la rue et qui occupent des lieux, qui viennent avec des avocats pour engager tout de suite les procédures. Parce qu'après, effectivement, il y a un problème de preuve. Qui dit 48 heures? Il faut le constater, 48 heures. Et donc, effectivement, après, on rentre dans les procédures. Donc, en fait, j'allais dire, soit on est capable de tomber sur des squatteurs qui ne sont pas très bien conseillés et qu'on arrive à faire partir, si c'est des réseaux organisés, parce qu'il y a aussi des réseaux organisés. Bien sûr. Moi, j'ai vu des réseaux squatter un immeuble entier. Arriver avec une dizaine de familles, rentrer, installer les familles, se faire payer. Et on ne pouvait plus faire sortir les familles avant plusieurs mois. À suivre, en tout cas, à suivre. Merci François Pupponi et merci à vous. Et ça fait donc 2 sujets. Merci à vous François Pupponi. Je rappelle que vous êtes député socialiste du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles, auteur de ce livre Les Émirats de la République. C'est publié aux éditions du CERF. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Merci André Berkoff. À demain, à midi, en direct, dans tous vos états, sur Sud Radio. Comme chaque jour, je rappelle qu'on peut vous retrouver d'ailleurs ce week-end au Théâtre de Poche, Montparnasse, pour votre cabaret politique Ciel Mont-Paris. Vous pouvez vous inscrire sur Internet, les amis qui écoutez Sud Radio. Dans quelques instants, Sud Radio retourne au Salon de l'Agriculture. On trouvera Jacques Pessis pour les clés d'une vie en compagnie de son invité Chloé Nabédian. Belle journée à vous sur Sud Radio.